Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. De toutes les espèces, l'hippocampe a le mal le plus fascinant. Étant homme transgenre, la mutuelle me disait que je ne pouvais pas bénéficier de frais maternité. C'est lui qui va porter les petits dans son ventre et mettre au monde sa descendance. Si c'est un homme qui accouche, on paye pas, on rembourse pas. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Le travail que vous faites, toutes les dragues, c'est un travail de transformation de la société en profondeur. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des jeunes. Vous me trouvez belle? Il va finalement obtenir gain de cause. Oui, bonjour madame. Je vous appelle car j'ai accouché le 19 février. L'hippocampe aura réussi l'incroyable tour de magie. Comme si, ça n'existe pas. C'est pas possible. Celui d'être un mâle qui donne la vie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein. Le cri de Emmanuel Macron, il y a 4 ans, c'était la période Covid, mais aujourd'hui, encore une fois, on le répète, sur tous les fronts, sur tous les temps, sur tous les tons, malheureusement la guerre, mais aussi des éclaircies, mais aussi des victoires, hein, dans divers domaines. Et nous allons aborder tous ces problèmes, comme d'habitude, comme chaque jour, dans l'émission, et vous le savez, et merci de nous suivre avec autant de fidélité. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quelque chose qu'il faut jamais oublier. Parce que les enfants abîmés d'aujourd'hui seront les adultes brisés de demain. Eh bien, nous allons recevoir les responsables du comité de vigilance des enfants placés. Ils vont faire une manifestation, en tout cas une conférence à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? On en a déjà parlé des enfants placés, mais c'est un véritable problème, un véritable drame quelquefois. Et nous en parlons avec des personnes qui se battent justement pour que les enfants ne soient pas brisés comme ils ont pu l'être et comme ils peuvent encore l'être. Et puis nous allons parler vous avez entendu le teasing, de transidentité, de genre, effectivement, Mathéo et Victoria, alors Mathéo est une femme qui est aujourd'hui un homme, Victoria est un homme qui est aujourd'hui femme, et ils ont accouché d'un enfant, mais on voulait pas les rembourser des frais d'accouchement, mais ça s'est bien arrangé. Voilà, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui, on va en parler assez longuement. Parce qu'il y a quand même quelques problèmes économiques quand même, et peut-être éthiques que ça pose, on ne sait pas. Et puis Sandrine Rousseau avec la drag queen. Vous savez, quand j'ai pas Sandrine Rousseau toutes les semaines, je me sens pas bien. J'ai besoin de Sandrine Rousseau effectivement pour exister, parce que elle est tellement formidable et lucide dans tout ce qu'elle dit que voilà, ça nous fait plaisir. Et puis quelque chose de beaucoup moins gai, une campagne dans le métro de Londres sur le suicide assisté. Oui, I want to die and I want to die, etc. L'euthanasie, très bien, mais que ce soit en publicité géante dans les couloirs du métro, peut-être un petit problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec Boualem Sansal, qui est, comme vous le savez, aujourd'hui inculpé. Il est emprisonné, il est en tout cas inculpé en Algérie, ce très grand écrivain franco-algérien. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler également. Et puis, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Marie-Pierre Porchy, une magistrate depuis des décennies, magistrate honoraire aujourd'hui, sur le consentement. Oui, viol, féminicide, inceste, là aussi ça touche les enfants. Et là c'est beaucoup trop. Eh bien on va en parler avec elle, consentement, les vérités d'une magistrate. Voilà, comme d'habitude, nous avons question à tout. Attachez vos ceintures. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, ça tourne, monsieur? Pas tellement, monsieur. Pas assez. Et on va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Comptez les bébés, la très belle chanson de Jacques Higelin. Là, il ne s'agit pas des bébés, mais quand même. L'aide sociale à l'enfance, 80 000 places d'accueil dans les établissements de l'ASE, 74 000 jeunes accueillis par l'ASE. Très bien. Et démarche légitime, démarche importante, démarche essentielle. Mais il y a des problèmes. Et aujourd'hui, nous recevons le comité de vigilance des enfants placés. Les enfants placés qui n'ont pas de voix dans les procédures qui décident de leur vie. Sans avocat, ils restent les grands oubliés de leur propre protection. L'accompagnant des 18-25 ans, les violences institutionnelles, tout cela, on va en parler avec Maria de Almeida, responsable de Chaque Pas Compte. Vous allez nous dire ce que c'est que Chaque Pas Compte, et du comité de vigilance des enfants placés, et avec Rania Kissi, cofondatrice du comité de vigilance des enfants placés. Merci à vous deux d'être là. Et expliquez-nous, alors, d'abord, ce comité de vigilance des enfants placés, pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire ce comité de vigilance ? Alors tout d'abord, bonjour à vous et merci de nous recevoir. C'est parce que vous participez à ceux qui donnent la parole aux premiers concernés. Le comité de vigilance, c'est très simple. Ça fait des années qu'on alerte sur la situation de l'aide sociale à l'enfance, qui est une situation désastreuse, où des enfants se retrouvent à la rue à 18 ans. La réalité aujourd'hui, c'est que on a des enfants qui sont placés parce que leurs parents sont défaillants, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État est encore plus défaillant. Les enfants font la paix avec leur histoire personnelle, mais pas la paix avec leur histoire de placement. Et donc c'est aussi l'histoire de nous, au comité de vigilance des enfants placés. Ça faisait des années qu'on demandait une commission indépendante qui se fasse au niveau de l'Assemblée nationale pour justement alerter, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système de protection de l'enfance. Et donc on a eu cette commission-là l'année dernière, oui, avant la dissolution, et on s'est dit, ok, la commission elle est là, mais cette commission elle peut pas se faire sans les premiers concernés. Et les premiers concernés, ce sont nous, les enfants placés, parce que en réalité, nous ne sommes pas juste ceux qui ont fait un système, ceux qui ont subi... Vous avez été vous-même ? Oui, au comité de vigilance... oui. Non mais Rania Kissi, vous êtes vous-même ? Une ancienne enfant placée. Une ancienne enfant placée. J'ai été placée de mes 10 ans à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je me suis retrouvée à la rue parce que je voulais faire des études de droit. Donc on met en contexte, on se retrouve à la rue dans notre pays parce qu'on veut faire des études de droit. La réalité, elle est plus loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'ascenseur social, à chaque fois qu'on parle de promesses républicaines, les enfants de l'État, les enfants placés ne sont pas pris en compte. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, c'est cet état-là. Aujourd'hui, c'est cet état-là. Alors on a eu une loi en 2022 qui incite... alors de formation, je suis juriste et je crois qu'inciter n'a pas vraiment de conséquences juridiques aujourd'hui. Et en fait, on incite les départements aujourd'hui à accompagner jusqu'à 21 ans, pardon. Justement, à ce sujet, en France, des études le prouvent et au-delà de nous, c'est que la réalité, c'est que n'importe quel enfant quitte le domicile familial à l'âge de 24 ans. Pourquoi les enfants de l'État, qui appartiennent à l'État, donc le premier parent de France est un parent défaillant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois... Oui, vous voulez dire que les enfants qui sont placés appartiennent à l'État. Bah oui, ce sont les enfants de Marianne. C'est ça. Moi, à titre perso... C'est comme il y avait eu les pupilles de la nation. Justement, on parle beaucoup des pupilles de la nation, mais on ne parle pas beaucoup de pupilles de l'État. Moi, j'ai été pupille de l'État, c'est-à-dire que mes parents... En fait, tous les enfants placés, par contre, ne sont pas pupilles de l'État parce que l'autorité parentale n'est pas déchue de manière automatique. Absolument, c'est pas généralisation. Exact. Oui. Moi, j'ai eu ce parcours où l'autorité parentale a été retirée à mon père, et donc j'ai été pupille de l'État. Et donc, on se remet bien. Donc, j'ai été pupille de l'État, enfant de Marianne, mais à 18 ans, j'ai connu la rue, c'est-à-dire au lieu de connaître les bancs de l'université, j'ai connu le banc pour dormir dehors, pour aller à l'université le matin. Et la réalité, elle est là. Et en fait, notre cri d'alarme à nous tous, et mon histoire n'est pas singulière malheureusement, parce qu'on est plusieurs. Et aujourd'hui, le comité de vigilance, ce sont 300 membres avec chacun son histoire qui est les plus horribles qui existent dans notre système aujourd'hui. Alors, Maria de Almeida, vous êtes responsable donc de Chaque Pas Compte. Vous allez me dire pourquoi Chaque Pas Compte d'abord ? Qu'est-ce que c'est pourquoi Chaque Pas Compte ? Pourquoi chaque pas compte ? Eh ben, quand on avance dans la vie, en fait, chaque pas est important. Donc, on peut avancer dans la réussite, comme on peut avancer dans la douleur. Oui. Voilà. Ou chuter dans l'échec. Et totalement. Voilà. Alors, justement, je voudrais savoir, ce comité-là dont vient de parler Rania Kissi, ce soir, vous êtes à l'Assemblée nationale. Pourquoi ?
Alors, je vais laisser Rania, parce que non, mais ça. je pourrais effectivement l'expliquer, mais Rania a fait un travail extraordinaire et c'est son œuvre, donc je rends l'œuvre alors, je vous à son redonnerai la créateur. parole. Je vous redonnerai la parole tout de suite. Mais alors, Rania, expliquez-nous pourquoi donc l'Assemblée nationale ce soir mercredi, donc vous êtes là-bas où il y a un colloque qui s'organise. Mais d'abord, cette commission, il y a une commission parlementaire ou il n'y a pas encore de commission parlementaire? Il y a eu une commission parlementaire. Il y a un an. Oui, mais la dissolution est venue, donc ça a aussi mis fin à ces travaux. Nous, au comité, on n'a pas lâché, on a travaillé, et je voudrais dire, c'est notre travail collectif aujourd'hui. Et en fait, on a refait du plaidoyer pour que la commission reprenne. Alors, on a eu quand même une avancée, parce que lors du vote de la reprise de cette commission, l'ensemble des députés ont voté, et ça, c'est une victoire. C'est super la reprise important. de la commission. Exactement, pour la reprise de la commission. Le colloque ou la soirée de ce soir de notre présentation du tract, elle est très simple. C'est qu'à chaque fois qu'on a voulu parler à des députés, alors on a toujours été reçus, mais on s'est toujours pris la claque de « je ne suis pas le spécialiste de la protection de l'enfance ». Personne dirait ça sur les violences faites aux femmes. Personne dirait ça. Un député... ils vous ont dit systématiquement « oui, mais je ne suis pas spécialiste ». Pas tout ça, mais lors de tables rondes, etc., on a toujours le droit à « je ne suis pas le spécialiste ». Personne dirait ça, ni sur un plateau, ni devant les concitoyens, de « je ne suis pas le spécialiste des violences faites aux femmes ». Pourquoi, avec les enfants, tout le monde a été enfant à un moment ou à un autre de sa vie. On ne devient pas adulte comme ça. Pourquoi on oublie qu'on a été enfant et pourquoi on oublie les enfants? C'est que moi, je le dis souvent, la question des enfants n'est pas une question de parti, n'est pas une question de volonté, ça devrait être la question de l'ensemble des députés. Ça devrait être la question de l'ensemble de la nation. Oui, de la représentation, etc. Alors, justement, sur le fond, Maria de Almeida, vous vous êtes intéressée depuis longtemps à cette question, que vous l'avez suivie, etc. Au fond, quand vous dites... parce que, justement, il y a des dysfonctionnements là-dessus, on sait, il y a des problèmes aussi assez terribles, il faut se rappeler. Il y a des enfants placés qui ont connu les drames dans certaines familles, où on les renvoyait d'ailleurs. Enfin, on a eu des confessions. J'ai reçu ici, dans l'émission, des enfants placés qui ont subi des choses assez terrifiantes, parce qu'ils étaient placés en dépit du bon sens. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est tous ces dysfonctionnements que vous voulez attaquer, que vous voulez changer. Bah oui, en fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est que les premières violences sont institutionnelles. Parce que l'État doit protéger ces enfants-là. Et l'État ne le fait pas à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est dramatique. Mais est-ce que ça ne dépend pas du juge, ça ne dépend pas de l'État en tant qu'État? Non, c'est tout un fonctionnement. Non, parce que le juge, à l'heure actuelle, déjà, il n'y a pas assez de juges, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas assez de place dans les foyers. Voilà, il n'y a pas assez de foyers pour accueillir des jeunes. Alors attendez, juste, quand ils disent 80 000 places d'accueil dans les établissements de l'ASE, et ils mettent 74 000 jeunes accueillis par l'ASE. Donc apparemment, selon leurs chiffres, il y aurait 7 000 places vacantes. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il manque cruellement de familles d'accueil et il manque cruellement de places. Donc c'est pas vrai. La preuve en est, c'est qu'il y a des juges qui prennent des décisions de placement et ces enfants ne peuvent pas être placés parce qu'il n'y a pas de place en foyer. Donc il y a un moment, non. Et je veux dire, parlons vrai, disons les choses. Non, il y a un dysfonctionnement et il y a des milliers d'enfants qui sont en danger à l'heure actuelle sur notre territoire parce que, il y a un problème de place et il y a un problème. Trouver une famille, trouver un foyer, trouver. Il y a la famille d'accueil, mais c'est surtout avant le foyer en fait. Ouais, c'est surtout le foyer. En fait, il faut des structures et au-delà des structures aussi, il faut le personnel. Il faut du personnel et surtout du personnel qualifié, du personnel formé. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on a beaucoup de personnel qui n'est pas formé au contact des enfants. Et ça, le procès de Châteauroux qu'il y a eu dernièrement le met véritablement en lumière. Rappelez le procès de Châteauroux. Alors, Rania, elle y a assisté, donc elle va vous faire un point dessus. D'accord. Oui. Le procès de Châteauroux, alors nous, le comité a assisté seulement en soutien aux victimes. Mais c'était quoi ce procès? Le procès de Châteauroux, c'est qu'on a eu des enfants placés dans des familles d'accueil sans agrément. C'est qu'aujourd'hui, des enfants qu'on a retirés à des parents qui étaient potentiellement maltraitants, qu'on a placés dans des familles d'accueil qui n'avaient même pas l'agrément du département.
qui ont subi de la maltraitance, qui ont subi beaucoup de violences, à la fois psychologiques, physiques, etc. Donc vous voyez où nous sommes. Et puis, c'est-à-dire qu'on peut placer aujourd'hui des enfants sans que dans des familles qui n'ont pas l'agrément officiel. Oui, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand on parle du procès de Châteauroux, à juste titre, on donne en exemple le département du Nord, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu le département de l'Indre, il y a eu le Val d'Oise, le département duquel je proviens, il y a eu l'Essonne. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que sur notre territoire, déjà, c'est au bonheur la chance où vous êtes placé. Et en fonction où vous êtes placé, si vous avez un peu de chance, vous pouvez peut-être bien tomber. Oui, il y a des endroits où ça se passe bien, il ne faut pas non plus généraliser. Ce n'est pas que de la maltraitance partout. Non, pas dire ça. Mais la simple maltraitance qu'il peut y avoir, en fait, un seul enfant qui soit en maltraitance sur notre territoire, c'est déjà un enfant de trop. Non, mais bien évidemment qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va continuer à parler avec Maria de Almeida et Rania Kissi sur les enfants placés. C'est déjà un drame au départ et malheureusement ça continue d'être un drame dans trop d'endroits. Et vos réactions et vos questions nous intéressent. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 0826 300 300. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'enfance, hein, normalement, vous savez, on dit dans les images d'Épinal, formidable, l'enfant, l'innocence, tout va bien. Normalement, c'est vrai, ça devrait être dans des familles aimantes, hein, qui reconnaissent leurs enfants, qui les aiment inconditionnellement. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Maria de Almeida, d'abord, juste très rapidement, c'est quoi chaque pas compte? Je vous avais demandé, mais on est parti effectivement sur les explications et c'était très important. C'est quoi chaque pas compte? Alors, le chaque pas compte, en fait, ça consiste à solliciter tous les députés au niveau national pour les inviter, en fait, à marcher avec un ancien enfant placé de l'ASE. Voilà. Marcher, c'est-à-dire marcher, ça veut dire prendre un peu de temps tous les mois, une petite heure pour faire un échange avec cette personne-là pour que l'ancien enfant placé puisse échanger son vécu au sein de l'ASE, son placement, oui. Comment il s'en est sorti ou pas sorti. Et que le député prenne connaissance pour que le député prenne pleinement conscience de cette réalité de terrain en fait, et pour qu'il s'engage au sein de son département et au niveau de la politique nationale. Donc moi je vais lancer un appel à tous les députés de France. Je vous invite à venir. Et les sénateurs aussi. Hein. Alors, pas oublier les sénateurs. Là, à l'heure actuelle, ce sont les députés. Mais effectivement, je vais aussi demander aux sénateurs Alors, quel appel vous voulez lancer de dire ça? Accompagnez-nous, venez avec nous, venez nous aider, engagez-vous. Engagez-vous pour les enfants de France, en fait. Parce que, mais vous voyez concrètement quelqu'un de façon régulière pour savoir ce dont il s'agit. Exactement, en fait. C'est un engagement humain. C'est un engagement aussi politique pour prendre pleinement conscience des réalités et de ce qu'ont vécu ces enfants en fait. Et pour vraiment venir changer ces lois. Alors donnons-nous le tableau de la situation un peu. Quels sont les chiffres exactement aujourd'hui? Alors à l'heure actuelle, c'est 570 jeunes, dont 14 000 majeurs de 18-24 ans. 570 000 jeunes. Exactement, merci André. Ouais. Qui sont bénéficiaires en fait de l'aide sociale à l'enfance en France. Voilà. 570 000 jeunes sont bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. C'est énorme. Ce qui est quand même ce qui n'est pas rien, énorme, parce que moi quand j'entends notre président de la République, Emmanuel Macron, nous demander à nous les femmes de réarmer nos utérus pour faire des enfants, moi j'aimerais dire à notre cher président aujourd'hui à l'antenne, des enfants, il y en a, il n'y a pas forcément besoin d'en faire. Commençons à nous occuper des enfants qui sont nés et qui sont là. Prenons soin de ces enfants-là, car les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain de la France. Et tous ces jeunes-là qui sont placés à l'ASE, ce sont les futurs contribuables de notre nation. Donc, c'est à lui de savoir. Citoyen et contribuable, parce que s'il veut qu'on réarme notre utérus, c'est parce qu'en fait, il veut une manne pour payer les retraites. Parlons-en. Et ces jeunes-là sont là ils peuvent contribuer à ça. Sauf que ces jeunes-là, en fait, il faut leur donner un avenir professionnel, un avenir scolaire, leur donner les moyens de pouvoir se soigner correctement aussi.
D'accord. Oui, donc, si le président m'entend, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous et à vous engager auprès de nous. Il vous entend. Emmanuel Macron ne peut pas se passer de Sud Radio en général et de Berkov dans tous ses états en particulier. Et il ne pourra plus se passer de nous non plus. Il ne manquerait plus que ça. Alors, ce soir, vous avez une réunion donc, à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés. Rania Kassi, vous voulez leur demander quoi, précisément, concrètement ? Typiquement, des choses qu'on peut mettre de manière très urgente. La commission d'enquête, elle est là, elle mettra le point sur les dysfonctionnements, mais il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. Alors, par exemple, typiquement, la présence d'un avocat pour un enfant placé. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un enfant placé n'a pas spécifiquement l'assistance et de manière automatique un avocat. Aujourd'hui, c'est très simple. Un mineur qui est placé en garde à vue, à juste titre, il a le droit d'être défendu par un avocat. Des parents défaillants, présentés devant le juge, ont le droit d'un avocat. Les parents, oui, les parents, pas l'enfant. L'enfant, non. Vous voulez dire aujourd'hui, quand il y a un problème de parents maltraitants, les parents ont droit à un avocat, mais pas l'enfant. Exactement. Voilà d'où on part. Et ce sont pas, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la commission pour acter ça. C'est une réalité. Donc nous aujourd'hui, une chose qu'on demande et qui est pas du coup qui ne relève pas des compétences départementales, c'est plutôt des compétences du ministre de la Justice avec l'aide juridictionnelle. C'est des choses qu'on peut faire. C'est l'accompagnement des 18-25 ans. Il est hors de question que dans notre pays, c'est scandaleux que dans notre pays des enfants se retrouvent à la rue parce qu'ils ont été placés. Qu'on accompagne vers des projets, si c'est des projets universitaires, qu'on accompagne aussi vers des systèmes de bourse, on fasse de l'accompagnement et qu'on cesse, c'est notre dernier point, qu'on cesse sur les violences institutionnelles, qu'on fasse un vrai accompagnement. Dans notre pays, on dit la grande cause, ça va être la santé mentale. Pourquoi on ne prend pas en compte la santé mentale chez les jeunes enfants placés, actuels placés et anciens enfants placés? La réalité, elle est là aussi, c'est prendre ces problématiques-là. Parce que quand nous, on dit de l'accompagnement de 18-25 ans, on n'est pas sûr, parce qu'on nous dit souvent l'argumentaire financier. Nous ne sommes pas là pour dire il faut donner des bourses, ou même si c'est des choses. Mais l'accompagnement se fait aussi d'un point de vue psychologique et accompagner la santé mentale. Mais là, il faut, ce que vous dites, il y a aussi un problème de financier parce qu'il faut un personnel pour ça. Est-ce que le personnel existe? Non, aujourd'hui, le personnel, il n'existe pas, et quand il existe, il n'est pas qualifié. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec nos gamins, ce sont souvent des intérimaires qui n'ont rien à voir avec une formation d'éducateur et d'éducateur spécialisé. Il y en a qui font du boulot et on les remercie. Et je pense que nous, dans nos parcours respectifs, on a eu des éducateurs qui nous ont réellement sauvés. C'est pas le propos. Mais en revanche, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de départements, on intervient de manière très aléatoire, au bonheur la chance de sur qui vous tombez. Donc, vous allez effectivement présenter ces points. C'est vrai qu'ils ne demandent pas... En tout cas, je veux dire qu'on met des mois ou des années à opérer, à incarner. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. On va vous suivre de toute façon, vous le savez. Et quand vous aurez, en tout cas, à rendre compte, n'hésitez pas à nous appeler. Et là, vous savez, la cause des enfants, il faut quand même jamais l'oublier. Ce sont des clichés, mais c'est très important de rappeler. Un enfant, on l'a vu dans des choses. On va en parler d'ailleurs en seconde partie avec la magistrate. Les affaires d'outreau, ces affaires de pédocriminalité, elles sont là. On a eu des choses terribles. Mais enfin, ceci, ça concerne des enfants. Et aujourd'hui, ça concerne des milliers, des dizaines de milliers d'enfants à travers le monde. Il faut le savoir. Donc, il y a les enfants placés, il y a tout le reste. Il y a un combat pour les enfants à mener. Nous, à notre niveau, qui est un niveau de transmission, on va le mener. Et merci, vous le menez pratiquement. Merci à vous, Rania Kassi. Merci, Maria de Almeida. Merci, André Berkov. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai pas envie de la voir nue, et même habillée non plus. Je suis une bille ou un héros, moi un lapin qui se sent poisson. Et on comprend plus bien. Et on comprend plus bien. C'est le grand cactus de parodie de Christine and the Queen et de Indochine, fait par un groupe belge, un groupe d'humoristes belges très drôle. Alors écoutez, on va vous parler d'une histoire d'amour. D'une histoire d'amour intéressante parce qu'elle est spécifique. On va parler de Matteo et de Victoire, pardon, pas Matteo, voilà. Donc, c'était en février 2023, il y a 1 an et demi. Matteo est un homme né femme.
Il a accouché de la petite Ava le 19 février 2023 à Bourges. Sa compagne, la compagne de Mathéo, Victoire, elle est une femme née homme. Voilà. C'est-à-dire que c'est le couple transgenre par excellence qui a donné naissance à une petite fille, une première en France. Donc Mathéo a accouché d'Ava. Je rappelle que Mathéo est femme, elle est encore femme puisqu'elle a pu accoucher d'Ava, même si elle se considère comme homme, très bien. Et sa compagne Victoire, née homme mais femme à l'état civil, était à côté pour assister à l'heureux événement. Mais alors, à un moment donné, alors ils ont fait ce qu'il fallait. Les deux parents ont tous deux suspendu leurs traitements hormonaux pour donner naissance à leur petite fille, qui sera leur unique enfant. Victoire a notamment remis à plus tard les interventions chirurgicales nécessaires pour achever sa transition. Victoire, donc, si vous voulez, qui est née homme, mais qui se considère comme femme à l'état civil, eh bien, elle a évidemment retardé, elle a retardé ceci, alors que Mathéo, lui, je rappelle, qui est né femme, mais qui doit faire, effectivement, qui ne peut pas faire les interventions chirurgicales nécessaires, sinon elle n'aurait pas pu accoucher. Voilà, et Mathéo, donc, suit un parcours gynécologique dur physiquement et psychologiquement. Alors, ils ont demandé quelque chose, ils n'ont pas eu gain de cause au départ, mais ils l'ont eu après. Écoutez, c'était dans Zone Interdite, le 24 novembre dernier, sur les nouveaux modèles familiaux. Écoutez la confession de Mathéo. Mathéo et Victoire sont en guerre contre leur mutuelle. Oui, bonjour madame. Je vous appelle car j'ai accouché le 19 février. Du coup, j'ai eu une facture et j'aimerais savoir si cette facture a été prise en charge. D'accord. Donc, vous avez accouché. Oui, c'est ça. Un homme qui accouche, c'est tellement impensable pour ses interlocuteurs que Mathéo n'a toujours pas réussi à se faire rembourser ses frais d'hospitalisation. Étant homme transgenre, la mutuelle me disait que je ne pouvais pas bénéficier de frais maternité, de remboursement de frais maternité. Donc, quand vous venez de sortir de l'hôpital, on vous demande de faire une demande de prise en charge. Je l'ai faite, la demande de prise en charge. Sauf que comme je suis un homme, eh ben, la dame qui devait me rappeler ne m'a jamais rappelé. Elle m'a dit qu'elle transmettait au service concerné. Après des semaines de discussions ubuesques, il va finalement obtenir gain de cause. Je vous rassure, donc la prise en charge a bien été faite par l'hôpital. Vraiment après, oui, c'est pas normal. Effectivement. Mais là, ça a été réglé. D'accord, très bien. Je vous remercie, madame. Voilà, donc, écoutez l'histoire, tout est bien qui finit bien. Il a obtenu le remboursement de la mutuelle. Et quoi, vous allez me dire? Bien, et quoi? On peut se poser des questions d'abord au niveau remboursement. Nous avions reçu en octobre, il y a un an, Dora Muto et Marguerite Stern, qui ont écrit ce livre très intéressant, que je vous ai recommandé à l'époque, et je recommande toujours, Transmania. Transmania, c'est justement tout le problème du genre, d'hommes qui veulent devenir femmes, de femmes qui veulent devenir hommes, qui veulent faire les opérations pour cela, et c'est un parcours du combattant, lent, difficile. Et voilà, ça va justement qu'aujourd'hui, on a des hommes, des hommes qui se considèrent comme des femmes, et des femmes qui se considèrent comme un homme, des hommes, et c'est elle qui accouche parce qu'elle est encore femme. Et simplement, les opérations de transformation, parce que ils ont arrêté, comme c'est Mathéo et Victoire, parce qu'ils voulaient un enfant, ils ont arrêté les opérations de transformation, les traitements hormonaux et chirurgicaux et autres. Et au fond, on s'est demandé aussi, c'est quoi ça? Et on a demandé à Dora Muto et à Marguerite Stern, dans l'émission que j'avais faite il y a quelques mois. Écoutez, c'est très intéressant. Mais je veux savoir, au fond, qu'est-ce que ça coûte une transition? Aujourd'hui, je veux transitionner, ça coûte quoi? Alors, ça coûte plus cher quand on est un homme qui veut devenir une femme. Donc nous, on a calculé que pour faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre des hormones à vie, plus faire un certain nombre de chirurgies, donc chirurgie génitale, chirurgie faciale, épilation intégrale, faire... Ça c'est pour un homme qui veut dire femme. Oui, voilà, oui. faire par exemple l'opération des cordes vocales, pomme d'Adam, plus avoir quelqu'un qui vous aide à rééduquer votre voix, parce que c'est pas forcément évident. Et alors ? Voilà, eh bien on est
à plus de 100 000 euros. Et ça, c'est vraiment la fourchette hyper basse avec des prix dans le public. Et ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale intégralement. Intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Vous m'entendez? Ça coûte 125 000 euros. Quand vous voulez faire des lunettes et quand vous voulez changer une partie, vos dents, etc., vous êtes remboursé, vous le savez, à combien? Alors, les dents et les lunettes, eh bien, ça coûte très cher. Mais si vous voulez changer de genre, aucun problème, 125 000 euros remboursés intégralement par la sécurité sociale, c'est dans la loi. Alors, quand même, on peut se poser des questions. Ils veulent être, effectivement, devenir femme, devenir homme. Après tout, chacun a le droit, quand il est adulte, je rappelle. Parce que quand on a 7-8 ans et qu'on laisse faire un enfant qui ne sait pas très bien où il est et dans quel repère il est, dans quel état il erre, ça, c'est autre chose. Mais en attendant, où va-t-on là-dessus? Où va-t-on là-dessus? Pour une raison très simple. J'ai aucun problème, moi, chacun fait ce qu'il veut quand il est adulte. Mais quand on arrive à ceci, une affiche de planning familial. Au planning familial, on sait que l'avortement concerne aussi les personnes trans. Et il y a une photo de quelqu'un qui tend une affiche, le droit à l'IVG pour tous et toutes. C'est-à-dire que moi, homme, que Julien Delmas et que Manu, eh bien, sachez-le, vous avez droit à l'avortement. Oui, absolument. Vous avez droit à l'avortement parce que vous pouvez être une femme comme une autre. C'est magnifique, voilà. C'est, je rappelle, le planning, le très officiel planning familial. La campagne d'affiches aussi financée par Santé publique France. Association extrêmement forte, voilà, il y a 2024. Alors, de quoi on parle? 4 affiches thématiques. Avortement transmasculin par Laurier The Fox. Accueil des mineurs .es.trans en questionnement par Louis et The Fox, vie affective par Sylvie, et on nous dit voilà, le planning familial défend le droit à l'avortement pour toutes les personnes susceptibles de porter une grossesse, y compris des hommes trans. Malheureusement, ces derniers se heurtent à des difficultés très concrètes, et on l'a vu, effectivement, pas seulement pour l'avortement, mais pour l'accouchement. Donc, moi je veux bien tout cela. Mais enfin, il y a quelque chose d'abord. 125 000 euros payés par la sécurité sociale quand tous les Français qui ont des problèmes de dentition ou de problèmes de vue se font à peine rembourser du quart ou du tiers aujourd'hui, ça c'est une chose. Deuxièmement, le planning familial qui nous dit oui, les hommes peuvent devenir enceintes. Attendez, vous allez arrêter un tout petit peu là. C'est-à-dire que Mathéo et Victoire, ok, mais c'est un homme, puisque tant qu'il n'a pas fait sa transition et qu'il n'a pas fait ses transformations chirurgicales et hormonaux, c'est un homme. Et même chose pour Victoire. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Après, il dit on a accouché. Mais ils auraient accouché aussi si Mathéo était resté femme et Victoire était resté homme. Qu'est-ce que c'est, ou le contraire, pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois qu'il y a un vrai problème. Que quand on sait que J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, vous savez qu'elle a été vitupérée, censurée, persécutée, parce qu'elle a dit, vous savez, je crois qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Ah non. Mais vous rigolez quoi? On peut plus dire ça. Ça n'a pas de sens. Enfin, vous êtes vraiment réactionnaire. Mais je ne sais pas, vous êtes d'un archaïsme et d'un conservatisme qui fait peur. Un homme est un homme, une femme est une femme. Mais ça n'existe pas. Ça, c'est fini. Maintenant, on fait ce qu'on veut. D'accord. Mais à quel prix? Et pour qui? Et pourquoi? Et à quelles conséquences? Franchement, moi je veux bien que chacun fasse ce qu'il veut, mais qu'il n'essaie pas d'imposer ses normes aux autres et qu'il n'essaie pas d'imposer effectivement son espace. Et là, quand on dit qu'un homme peut tomber enceinte, on sait qu'on dit une connerie, on le sait, mais on le fait quand même, avec écriture inclusive, bien sûr. Et si vous voulez réagir au coup de gueule d'André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite avec des perles, des bravos, des huées, et je pense que ça va encore aller. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. De retour dans Berkoff dans tous ses états, et nous avons un auditeur qui nous a appelé, c'est Richard. Bonjour Richard, vous nous appelez de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour André.
En fait, je voulais vous apporter, peut-être, c'est pas une théorie, ou c'est plutôt une constatation, vous me direz ce que vous en pensez. Allez-y. Pour les LGBT, j'ai l'impression qu'ils sont en train de devenir, au niveau mondial, les janissaires d'une finance, on va dire, d'une finance occidentale plutôt type démocrate américain, qui a besoin d'appui dans tous les pays, et d'une caste comme le sultan turc avait pu avoir avec les janissaires, hein, qui étaient des esclaves, des enfants esclaves chrétiens qui avaient été éduqués dans la foi. Dans l'Empire ottoman, etc. Oui. Et je me demande si aujourd'hui on n'a pas affaire à ça, et c'est quelque part toute cette gesticulations, elle n'est pas plus profonde. Si on regarde nos 3 derniers premiers ministres, au moins les 2 derniers plus l'administrable, ils faisaient partie tous du monde LGBT. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer une caste? Je ne sais pas s'ils faisaient partie. Je ne sais pas s'ils faisaient partie. Ça, c'est leur vie privée. On ne va pas s'en occuper, Richard. Mais non, ce qu'il y a, c'est que ce sentiment LGBT woke, c'est vrai qu'il est beaucoup plus dominant que les véritables personnes qui sont dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant. C'est une idéologie pratiquement dominante, même si elle concerne une minorité parmi les minorités. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant. Vous dites, est-ce que ce n'est pas bon, c'est évident qu'il y a le business de ça. Vous voyez, le business des transformations. Et pas que. Pas que, oui, mais alors, pas que quoi, à votre avis? Je me pense que moi, ces gens-là, ils sont, si on les interroge, ils sont quand même tous pro-Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Si, moi, j'ai des amis qui font partie du monde LGBT, et ils ont quand même une vision progressiste, en fait. Il faut être progressiste type démocrate, et Monsieur Trump à outrance. Et donc, ils font partie de c'est quelque part les bons soldats du mondialisme. Du mondialisme façon von der Leyen. Est-ce qu'ils sont de bons soldats du mondialiste ou de bons cocus du mondialiste? Je ne sais pas comme toujours, les soldats souvent sont les cocus de leur... Non, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'ils ne se rendent même pas compte de cet enjeu-là. C'est, en tout cas, beaucoup d'entre eux, je pense. Je pense, ouais. Je pense qu'ils font partie d'une vaste manipulation, en fait. Moi, c'est mon sentiment. Oui, écoutez, en tout cas, vous avez raison de poser le problème. Le problème est posé. Moi, très sincèrement, et je l'ai dit, et on termine là-dessus, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que ce sont des enfants qui sont en jeu là-dessus. C'est terrible. Et ça, c'est terrible. Merci, Richard. Merci. Merci Richard, et si vous voulez continuer à témoigner, à réagir ou si vous voulez tout simplement poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Dans son face-à-face, aujourd'hui, André Berkoff recevra la magistrate Marie-Pierre Porchy pour son livre Consentement, les vérités d'une magistrate, et c'est aux éditions de Mareuil, et on se retrouve tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Je rêvais d'un autre monde, la merveilleuse chanson, de téléphone, bien sûr. Eh bien, écoutez, encore une fois, c'est intéressant parce que nous avons réexhumé, mais ça valait vraiment... le coup, c'était au moment des Jeux Olympiques de Paris et de la cérémonie d'inauguration. Et sur BFM, il y avait une drag queen, Minima Janté, très sympa au demeurant, parce que j'aime bien les drag queens. Et il y avait face à elle, évidemment, Sandrine Rousseau. Et moi, vous savez, quand Sandrine Rousseau parle, je l'écoute avec, presque religiosité, parce que tout ce qu'elle dit est frappé à tel point du bon sens que ça fait plaisir. Donc je ne rate pas une parole sacrée de Sandrine Rousseau, députée, je rappelle, qui est députée ELV. Et voici ce que Sandrine Rousseau disait à Minima Janté, pardon. La drag queen, c'était donc en mai dernier. Écoutez. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens, et des jeunes, et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+ phobes. Vraiment, passez votre chemin. C'est vrai, passez votre chemin. Maintenant, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que pour Sandrine Rousseau,
les drag queens sont l'outil de transformation profonde de la société et un modèle et un exemple. Alors, moi je veux bien, après tout, c'est son opinion, elle a parfaitement droit à son opinion, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire un outil de transformation profonde de la société ? Est-ce que ça veut dire, dans son vocabulaire, qu'au fond de la société, vous savez, je me rappelle des marxistes qui disaient que le communisme est l'horizon indépassable de notre temps. Est-ce que le drag queenisme doit devenir l'horizon indépassable de notre temps et on doit aller vers tous, après tout, devenir transformistes ou drag queen, ou etc. Bon, écoutez, après tout, chacun choisit son chemin, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on est obligé, chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on est obligé de dire que l'univers entier doit devenir ce quelqu'un. Vous êtes un modèle, mais arrêtez de chercher des modèles partout. Vous n'êtes pas fichu d'avoir une pluralité de modèles. Vous pouvez très 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 bien dire tout le bien que vous pensez à cette personne, sans penser que cette personne-là, et par exemple le drag, doit devenir l'outil de transformation de la société. Cette espèce de messianisme à tous les niveaux, à tous les étages, et à toutes les hauteurs, et à toutes les béances, ça devient peut-être un peu fatigant, surtout quand il est proféré du matin au soir, du soir au matin, dans un certain nombre de médias. Mais après tout, écoutez, vive la liberté d'expression, ce n'est pas ici que vous trouverez des obstacles à cela. En revanche, c'est vrai que la liberté de déconner fait partie des droits de l'homme et des droits de la femme. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkov reçoit Marie-Pierre Porchy, magistrate et auteure de Consentement, les vérités d'une magistrate. Et c'est aux éditions Mareuil. Bonjour Marie-Pierre Porchy. Bonjour. Alors, votre livre, très intéressant, fourmillant d'informations, et puis évidemment... peut pas vous dire que vous êtes étrangère à ces informations-là. Je rappelle quand même, vous êtes magistrate honoraire, vous avez été juge des enfants, magistrat du parquet, juge d'instruction, substitut du procureur de la République, vice-président du tribunal judiciaire de Lyon et à ce titre, juge des libertés et de la détention. On va en parler aussi. C'est très intéressant. Et vous avez reçu sur votre livre sur l'inceste. Oui. Vous avez travaillé au changement de la loi sur l'inceste 2021, on le rappelle. Alors, justement, aujourd'hui sont tombées les réquisitions du parquet sur le fameux viol de Mazan, où un homme livrait sa femme à une cinquantaine d'inconnus qui filmaient, etc. Et est arrivé tout de suite, par hasard, c'est le titre de votre livre, consentement ou non consentement, et la plupart, sinon la totalité, quand même 50 personnes, disaient oui, mais on pensait qu'elle était consentante, nous on ne savait pas, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors peut-être préciser d'abord que je ne suis pas du tout associée à ce dossier, puisque je suis complètement extérieure, comme vous, comme tout le monde. On lit les comptes rendus et éventuellement on assiste à l'audience. Parfois vous avez quelques lumières voilà. Que je n'ai pas là-dessus. Alors ce qui est très intéressant déjà, c'est de dire que le président de l'audience a souvent demandé « Est-ce que vous pensez qu'elle était consentante ?» Et ce terme est très intéressant parce qu'il n'est pas dans la loi. Donc, est-ce que ça marche ? Il n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi. Non, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais comme il n'est pas dans la loi, c'est quand même intéressant de voir qu'un président pose cette question-là. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui annonce la réforme qui probablement se fera de ce point de vue-là ? Donc ça, c'est un premier point. Et puis le procureur général, qui a déjà requis un peu, pas contre tout le monde, mais contre certains. Ah oui, des années de prison. Il demande des années de prison. Oui. Alors bon, on n'est pas à parler du quantum de la peine, parce que c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une analyse de la loi vraiment intéressante. Et il a quand même précisé quelque chose de fondamental, que je répète d'ailleurs moi aussi souvent, que ce soit pour monsieur l'époux ou pour les autres hommes, de dire que ça sera toujours une infraction intentionnelle. Alors, une infraction intentionnelle, c'est pas est-ce que j'avais l'intention de le faire quand je suis venue, parce que ça s'appelle la préméditation. Ouais. Le procureur général dit bien d'ailleurs que pour l'époux, il y avait la préméditation. C'est clair. Que pour les autres, certainement non, mais que l'intention est quand même quelque chose qui constitue ou non l'infraction. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est à la lumière de ce point de droit essentiel que la chambre criminelle va se décider quant aux condamnations ou aux non-condamnations. D'accord. Puisque ce n'est pas jugé encore. Vous voulez dire l'intention est un délit.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est pas un délit, c'est un élément constitutif de toute infraction, enfin oui, quasiment toute infraction. En tout cas, celles qui sont visées dans cette affaire-là, viol, en réunion avec l'administration de médicaments, évidemment, il faut l'intention. L'intention, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, c'est à cette lumière-là qu'il va falloir de toute façon voir tous les éléments, et même si on fait une réforme de la loi, il faut bien le dire, ça restera une infraction intentionnelle. Ouais, donc c'est pas parce qu'on mettra le terme consentement dans la loi ou non-consentement qu'on se dispensera de prouver l'intention de celui à qui on reproche l'infraction. Mais attendez, on va pas passer l'émission là-dessus, mais quand même, si, et évidemment, c'est plus que répréhensible, mais restons dans la loi, puisque effectivement, c'est ce que vous avez toujours défendu de toute vie professionnelle. Si un mari comme ce mari est venu dire, oui, regardez, ma femme, elle est là, elle est consentante, il n'y a pas de problème, venez, bon. Et là, on peut dire, ça se passe en adulte consentant. Si la personne ne sait pas, je ne dis pas que c'est bien, hein, loin de là, mais si la personne ne sait pas et que ce type, enfin, appelons-le, ce mari-là, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, peu importe, dit, écoutez, voilà, venez vous occuper de ma femme. Est-ce que le consentement ne peut pas, là, jouer un rôle dans la loi? Vous dites non, il ne pourra pas empêcher l'intentionnalité. Mais l'intentionnalité, si c'est entre adultes consentants. Voilà, si c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Non, mais si la personne qui venait pensait qu'elle était consentante. C'est toute la question qui va être posée à la chambre, à la décision. Enfin, c'est ceux qui prendront la décision. C'est évident qu'on va se poser la question. Est-ce que, au regard de l'ensemble des éléments, on regarde toujours, c'est un effet de perspective. Il y a beaucoup d'éléments dans un dossier. Et puis en plus, on a quelque chose d'unique dans cette affaire, c'est qu'on a la preuve. On a des images, ça arrive jamais, ça. Donc là, on n'a qu'à regarder les vidéos images, et on voit effectivement s'il est crédible, qu'il puisse ne pas y avoir d'intention. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, les juges vont devoir analyser ces éléments qui poseront peut-être question pour certains. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, on se dit quand même que pour la majorité d'entre eux, ça va être difficile de convaincre les juges. Qu'elle était absolument sans active. m'avancer à titre personnel. Alors, revenons effectivement à votre livre. Vous parlez un peu de tout cela, effectivement, des évolutions de la loi par rapport au harcèlement, par rapport à la violence, par rapport au viol, par rapport à la pédocriminalité, etc. Et vous parlez beaucoup, je dis ça parce que vous parlez beaucoup de la loi du 21 avril 2021. Qui a changé beaucoup de choses. Oui. Je voudrais qu'on en parle. Alors simplement, pour être bref, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, tout l'historique, avant cette loi de 2021, en ce qui concerne les enfants, eh bien, il fallait toujours prouver qu'il y avait soit violence, contrainte, menace ou surprise, les mêmes éléments de l'infraction que pour les majeurs. La loi de 2021 a enfin posé les interdits qui étaient nécessaires. Interdit d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, un jeune de moins de 15 ans, ou 18 ans pour l'inceste. Donc ça a été une loi absolument fondamentale parce qu'elle a déculpabilisé les enfants qui s'entendaient dire parfois qu'ils n'étaient pas contraints, qu'ils étaient donc consentants. Hein, on retrouve toujours ce terme. Et puis, elle a finalement clarifié les choses aussi par rapport aux auteurs qui, la plupart du temps devant le tribunal, quand ils ne niaient pas les faits, disaient « mais l'enfant était d'accord ». Voilà. Donc ça, c'est évacué grâce à cette loi de 2021. Pour les majeurs, c'est très différent puisqu'on se réfère toujours à ces éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Probablement, parce que la question est de savoir si on va ajouter la question du non-consentement. Et là, moi, j'ai une position très personnelle, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est juste un principe de droit, c'est qu'en principe, il faut se référer au moment de la relation sexuelle. Et au moment de la relation sexuelle, il y a énormément de femmes qui ne disent pas non, voire même qui ont un consentement qui n'est pas vraiment libre. C'est le cas des femmes qui sont victimes de violences et qui, pour mettre fin aux violences, acceptent une relation sexuelle pour calmer monsieur. C'est le cas de ces très jeunes filles qui vont dans les parkings faire des gestes sexuels et qui sont quelquefois des viols, mais dont on n'a pas conscience immédiatement que ce sont des viols. Il va falloir faire
un parcours de prise de conscience pour savoir que ce sont des viols. Et pourtant, ce sont des viols gravissimes. Donc, moi, je dis que dans la loi, ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut viser le contexte. Le contexte oblige à se référer à qu'est-ce qui se passe un peu avant les faits. Quand une femme est sous contrôle coercitif d'un homme depuis des mois, voire des années, souvent, elle accepte des relations sexuelles, alors même que ce sont des viols. Mais elle n'en prend conscience que plus tard. Mais elle les accepte, vous voulez dire quelque part, quand même contrainte et forcée, même, Voilà. enfin je veux dire moralement et autres. Alors, vous savez, dans le consentement, ça va de l'adhésion pleine et entière, ça passe par l'acceptation, ensuite on subit, vous voyez, il y a tout un tas de gradations. Et moi je trouve qu'on gagnerait en France à s'inspirer un tout petit peu de la Suède, qui a prévu une qualification qui n'existe pas chez nous, à savoir le viol par négligence. Alors ça peut être choquant ce terme-là. Oui, c'est quoi le viol par négligence? Si vous voulez, dans la gradation, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse y avoir une gradation dans l'intentionnalité. Quelle est l'intention quand on force un peu une fille? On peut juste essayer de la convaincre. On peut, et puis dans la gradation, on peut aller jusqu'au viol, qui est vraiment forcer quelqu'un avec violence, contrainte, menace ou surprise, parce que ça doit rester, ça, évidemment. Mais dans cette gradation, on pourra ne pas surcharger les tribunaux qui sont aujourd'hui totalement débordés et qui ne pourraient pas assumer. Ils ne pourraient pas assumer une réforme où d'un seul coup on mettrait juste le consentement dans la loi, parce que ça ferait un afflux de dossiers inassumables sur le plan judiciaire. En revanche, on pourrait introduire la justice restaurative, qui est une procédure extrêmement intéressante, qui existe chez les anglo-saxons et très peu chez nous. Il faudrait la développer. Alors, on en reparlera, mais il y a beaucoup de questions que justement j'ai à vous poser, parce que il y a toute cette ambiguïté aussi qui est là et qui a été cultivée notamment après les affaires Weinstein, MeToo et compagnie. On va en parler justement du consentement, parce que c'est le centre de votre livre et c'est vraiment le sujet. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Consentement, les vérités du magistrat. Marie-Pierre Porchy est avec nous. Le livre vient de paraître aux éditions Mareuil. Lisez-le, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des questions qui concernent tout le monde. Et que dit la loi? Et on sait aussi que la loi, on peut la changer. Attention, ne l'oublions jamais. Et quelquefois, on doit changer, ça fait partie de l'histoire. Mais justement, je voulais... Rentrons Marie-Pierre Porchy dans ce contexte, par exemple, les après, vous savez, Weinstein, le célèbre producteur de Miramax, il y a eu une affaire, il a été en prison, je crois qu'il est toujours en prison d'ailleurs, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu effectivement tous ces mouvements qui sont nés à ce moment-là, avec des actrices qui se sont exprimées, avec tout ce qui s'est passé dans la remise des Oscars et même des Césars. Au fond, moi, la question que je me pose, encore une fois, c'est qu'autant le viol est quelque chose d'ignoble, d'innommable, il faut le dire, enfin, c'est quelque chose de lamentable, autant, effectivement, quand je vois, et je ne nommerai pas de nom, on n'est pas là pour faire des procès, ni des dénonciations, mais quand je vois telle ou telle actrice qui s'est affichée pendant des années, avec tel ou tel producteur, des années, je dis bien pas des mois, mais des années, ou avec tel ou tel réalisateur. Quand je vois aussi, pour être plus proche, plus précis, quand je vois qu'un producteur disait, écoutez, on prendrait bien un verre, et que ce verre, il peut être pris au bar de l'hôtel, et quand il lui demande de monter dans la chambre, elle peut toujours dire en principe. Je dis, en principe, non, on prend un verre au bar, mais je ne monte pas dans votre chambre. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une ambiguïté par rapport justement à l'écosystème qui paraît entre consentement ou non consentement, au moins des questions à se poser? Bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, bon, la loi américaine, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Non. Mais c'est vrai que si on changeait la loi et qu'on étudie le contexte, ça serait vraiment important, parce que on pourrait voir qu'effectivement, une femme majeure qui accepte peut-être ce qui ne devrait pas être accepté, en tout cas dans le cadre d'une relation sexuelle qui n'est pas souhaitée par cette femme, eh bien, on pourrait voir quel âge elle a. Quand vous avez une très jeune... Quand elle est majeure, elle est majeure. Quand elle est majeure, elle est majeure. Ouais. Quand elle est très jeune, quand elle a 13-14 ans, le contexte fait que... Bien sûr. Effectivement, on a des exemples, on ne va pas dire de nom, mais il y a énormément de très jeunes actrices qui auraient d'ailleurs dû être protégées par leurs parents
surtout à cette époque-là, qui ne l'ont pas été et qui, à 13, 14 ans, quelquefois, ont pardon, c'est leurs entretenu- parents eux-mêmes qui amenaient, je ne Voilà. dis pas pour cela, mais qui Tout à amenaient la fait, fille. tout à fait. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous que c'était Ouais. pas admissible de la part de certains parents. Mais en tout cas, de très jeunes actrices qui, dans ce contexte-là, ne pouvaient pas avoir un consentement libre. L'idée du consentement libre, c'est vraiment important Bien sûr. pour pouvoir dire, bah non, c'est pas des choses qu'on vit à notre âge. Voilà. Bien sûr. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le fond, encore que si on fait une réforme et qu'on s'inspire de la loi canadienne ou suédoise, on regarde quand même les éléments au moment des faits et qu'il faut s'assurer sans cesse que le consentement est là. 1 heure avant, 1 heure après, et dans 2 heures, etc. Ce sont les lois étrangères. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser le contexte en général, parce ça. que quand Sur la durée. vous sur voulez la dire. durée, Sur la voilà, durée, ouais. sur la durée, parce que ça, je pense que ça éviterait peut-être ces très nombreux classements sans suite du procureur de la République, sachant que si on met juste le terme consentement dans la loi et qu'on se limite à ça et qu'on voit s'il y a le consentement au moment des faits, je peux vous affirmer quelque chose, c'est que les classements sans suite des procureurs de la République, qui sont à plus de 90%, ne changeront pas. Il y en aura toujours autant. Parce qu'il y aura toujours ce doute sur est-ce qu'il y avait le consentement au moment des faits. Oui, l'un dira il y avait consentement, l'autre Voilà, pas du tout. la parole contre parole. ouais. Exactement, si on n'a pas d'autres éléments que ça. Oui, mais alors justement, parlons de ça, parce que vous savez très bien, pour continuer là-dessus, qu'il y a un certain nombre d'actrices, pour ne parler que d'elles, mais pas seulement ça. Il y a eu d'autres femmes qui ont dit, attendez, ce n'est pas parce qu'on me regarde et on me siffle qu'on me viole. Il y a eu Catherine Deneuve et autres, pour ne pas citer son nom, qui a fait une pétition avec d'autres femmes, d'autres artistes là-dessus. Mais je reviens à ça, parce qu'il y a eu plusieurs actrices qui se sont fait les porte-paroles, qui sont devenues vraiment les oriflammes, les militantes de tout cela. Et encore une fois, autant je trouve que l'on sanctionne extrêmement durement les gens, que ce soit hommes ou femmes, enfin c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui se livrent à des violences sexuelles ou autres, autant je suis quelquefois un peu gêné par justement le problème, c'est que on a été pendant des années, encore une fois, avec tel ou tel, et est-ce que quand ça dure des années, alors je ne parle pas évidemment des couples, vous en parlez dans votre livre, et vous avez des expériences vous-même, enfin, au foyer, et quelquefois des femmes, je dirais presque torturées pendant des années, maltraitées, etc., qui acceptent, et justement, juste un mot, et qui, elles, ne disent rien par rapport aux actrices, par rapport aux gens célèbres, qui, eux, parlent tout le temps. Et là, vous avez des femmes beaucoup plus maltraitées qui ne disent rien. Absolument. Et ça milite complètement en faveur de l'étude du contexte, qui pourrait figurer dans la loi, parce qu'effectivement, une femme qui, pendant des années, est sous contrôle, sous emprise d'un homme violent, qu'il faut sans arrêt accepter dans tout ce qu'il demande, y compris les actes sexuels, je pense qu'on pourrait retenir les viols. Alors, heureusement, maintenant, la prescription de l'action publique a changé dans sa durée et on peut déposer plainte pendant assez longtemps. Mais ça n'empêche que l'étude du consentement, elle doit se faire au moment des faits, actuellement dans la loi. Et ça, c'est quand même, à mon avis, un problème. Et que actuellement, on dise simplement, il va falloir mettre juste le consentement dans la loi, mais c'est très insuffisant. Je pense qu'on se trompe à ne réclamer que cela. Et qu'il faudrait, à mon avis, aller beaucoup plus loin par l'étude du contexte. Alors, Marie-Pierre Porchy, vous avez parlé des prescriptions. Oui. Est-ce que vous, alors j'ai une question très simple à vous poser, est-ce qu'en matière de viol, en matière de violence, en matière de tabassage, est-ce qu'il ne devrait pas supprimer la prescription ? Alors, en matière de tout, parce que, voilà, oui, en matière de tout. Pourquoi prescription ? Pourquoi il y a prescription ? Alors, ce qui est complètement anormal actuellement, c'est que vous êtes violé pendant l'enfance, vous pouvez déposer plainte pendant 30 ans après votre majorité. Et si quelqu'un de votre famille est décédé, c'est simplement 10 ans après les faits. Donc c'est tout à fait déséquilibré. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut réduire le délai de prescription pour les abus sexuels pendant l'enfance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut rétablir l'équilibre. Et actuellement, je pense qu'il y a je pense qu'il pourrait y avoir une vraie réflexion. Est-ce que ça vaut encore le coup de mettre la prescription de l'action publique ? Vous partez... question. Vous commettez un braquage, vous partez en Amérique du Sud, vous revenez 10 ans et un jour après, c'est bon, il n'y a plus rien.
Donc actuellement, je pense qu'on pourrait vraiment revoir cette situation. Surtout qu'en plus, vous avez entendu parler du pôle de Nanterre, avec les cold cases, on met en lumière des affaires qui ont été clôturées il y a très très longtemps, qui sont même prescrites, et on trouve les auteurs grâce à tous les progrès scientifiques, oui, l'ADN, etc. bien sûr. Donc, si vous voulez, ça a plus de sens que de dire bon bah monsieur, on a votre ADN, on sait que vous avez fait tel fait criminel il y a 20 ans ou 30 ans, mais on peut plus vous les reprocher parce que c'est prescrit. Je trouve que ça c'est très choquant. Et si vous interrogez les gens, ils trouvent tous ça très choquant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui doit être modifié. Et voilà, c'est peut-être. On trouve ça très choquant, je vais vous dire, parce que je ne dis pas que ça arrêterait ou pas, j'en sais rien. On parlait de la peine de mort, mais là, ça n'a rien à voir. La prescription, si quelqu'un sait qu'il n'y aura pas de prescription, peut-être que ça, il hésitera avant de commettre. Bon, ça, c'est un autre problème, la peine de mort, parce qu'on a souvent dit, avant de la supprimer en France, que ça ne faisait pas évoluer les statistiques et qu'il y avait tout autant de crimes avant ou après. Mais bon, ça, c'est un autre débat sur lequel je ne m'étendrai pas. La prescription, effectivement, en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui doit être posé parce que ça suffit quand même. Si vous voulez, en 2 mots, après, on va avant la petite pause. Moi, je suis toujours étonné en tant que citoyen, etc., que des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont jamais tué personne, se font, eux, pour un regard, pour une montre, pour une cigarette, se font tabasser, violer. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais voilà, bon. Et je vais parler des juges de liberté de la détention. Ça, ce sera juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous pouvez nous appeler pour une question ou pour une réaction au 826 300 300. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit dans son face-à-face la magistrate Marie-Pierre Porchy. C'est le procès Loutreau, avec effectivement la pédocriminalité, les enfants, la parole des enfants, justement, mise en question. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous en parlez, mais... Alors évidemment, je n'ai pas assisté à ce procès, mais j'ai vu un film qui a été fait par Serge Garde, qui à l'époque c'était l'autre ou trop. Donc c'était intéressant de voir que les enfants ont été mis dans le box des accusés. Il y a eu... Tous ensemble, mais en face des avocats qui défendaient les prévenus. Donc, dans ce procès, moi, je pense qu'on a maltraité la parole des enfants et que quand on maltraite la parole des enfants, ça n'aboutit jamais à quelque chose d'intéressant. Après, bon, la décision a été d'acquitter un certain nombre de personnes qui étaient accusées. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. Quand il y a le doute, le principe en France, c'est que quand il y a le doute, on ne condamne pas. Voilà, il ne faut pas la certitude c'est pas une certitude qui nous est nécessaire, c'est simplement un doute qui est pas trop important et à ce moment-là, on acquitte. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Je pense que Outreau n'a pas du tout été maltraité dans le cadre de l'instruction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le juge d'instruction n'a pas du tout été sanctionné. Il a très bien fait son boulot. C'est en tout cas ce qui a été décidé. Moi, c'est pas un jugement de valeur que je donne là. Il n'a pas été sanctionné. Il a très bien fait son travail. Mais au niveau des décisions de la cour d'assises, la parole des enfants a été très très maltraitée. Oui, et puis on peut quand même rappeler un certain avocat qui pendant 7 heures a interrogé une petite enfant qui, pardon de le dire, s'est pissé dessus. Petit enfant, il l'a interrogé en l'engueulant, en hurlant. Cet avocat, on peut le dire, est devenu ministre de la Justice, s'appelle Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que c'est très... Le président d'une cour d'assises est là aussi pour faire en sorte que les débats protègent la parole des enfants. On n'a pas le droit de laisser un avocat maltraiter un enfant à l'audience. Voilà, c'est un peu moi, je dirais que ça a été une maltraitance. La défaillance du président de l'audience. Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme maltraitance, mais en tout cas, ça aurait pu être un peu différent. Et sans doute, peut-être, pas certain, mais la décision a été peut-être différente. Et vous parlez aussi, alors je conduis dans votre livre de la patineuse, en parle longuement de Sarah Abitbol, la patineuse qui avait été effectivement violentée par son coach, par son entraîneur, et qui n'a pas porté plainte parce qu'elle savait, on ne va pas revenir sur la prescription, on en a bien parlé, vous en avez bien parlé, mais
Et là encore, simplement, le silence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le silence, enfin, vous avez entendu dans vos années de magistrature, le silence, la honte, un certain Kevin qui dit « je voudrais parler qu'à la juge ». Il a 14 ans. Racontez-nous cela, parce que c'est très fort dans votre livre. Alors, c'est vrai que pour Sarah Abitbol, il y a le problème de la prescription. Alors, elle n'a pas été violentée, elle a été violée. Hein. Les violences, c'est un peu différent. Effectivement, ça s'appelle probablement des viols, encore que c'est difficile de le savoir puisqu'elle n'a pas déposé plainte, mais qu'elle a parlé de son histoire et que s'il n'y avait pas eu cette affaire de prescription, peut-être, son entraîneur, qui d'ailleurs avait commis les mêmes faits sur d'autres patineuses, aurait pu être condamné. Donc voilà, c'est toute la question de la prescription, et puis c'est surtout aussi le problème de l'emprise et de que représentent ces entraîneurs pour des jeunes patineuses pour qui l'entraîneur est tout. Hein. Comme donc, le producteur pour une actrice. Voilà, exactement, c'est la même chose. Tout à fait. Moi, je dis dans mon livre, de Pygmalion, ces gens-là passent à des personnes qui sont des prédateurs, hein, de Pygmalion à prédateurs. Donc voilà, c'est un peu la difficulté. Ils profitent de leur statut, ils profitent de ce qu'ils peuvent faire bien sûr. Voilà. Mais justement, au-delà de la prescription, est-ce que vous n'avez pas rencontré justement peut-être la honte, on n'a pas envie d'en parler, on subit, mais justement à qui on va en parler, comment on va nous regarder, l'opinion publique, le regard des autres. Alors bon, l'enfer, c'est les autres, disait. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant commence à parler, il faut toujours le croire. Et ça, l'entourage... Mais l'enfant ne peut pas mentir. Alors, non, je dis pas du tout qu'il peut pas mentir. Ouais. Je dis qu'il faut l'entendre et il faut surtout pas se faire juge de sa parole. Quand c'est la voisine, la maman, la tante, enfin les voisins, tous ceux qui recueillent la première parole de l'enfant, ils ont d'ailleurs l'obligation d'en faire part au procureur de la République. Maintenant, c'est un délit si on ne le fait pas. Non-dénonciation d'infraction sur un enfant. C'est très important de le savoir. Vous voulez dire qu'on doit un enfant vous parle et vous dit... Voilà ce dont je suis victime. Vous êtes obligé de relayer sa parole et d'aller le dire au procureur de la République. D'accord, ça c'est nouveau. Ou en tout cas, quelqu'un qui sera le relais pour... c'est récent, ça ? Ah non, pas du tout. C'est absolument pas récent. C'est tout à fait ancien. Simplement, on n'en parle pas forcément. Oui, parce que... En revanche, les magistrats que nous sommes, de mon point de vue, ne doivent pas être sur le terrain du je crois ou de je te crois pas. Parce que ce n'est pas notre métier, ne nous met pas sur ce terrain-là. Hein. Dire à un enfant je te crois, c'est la même chose que de lui dire je te crois pas. Hein. Le devoir du juge, c'est de voir tous les éléments d'un dossier en perspective, dont la parole de l'enfant, qu'il faut écouter avec évidemment énormément de bienveillance et énormément il faut lui permettre d'entendre sa parole. Je donne un exemple dans mon livre. Effectivement, quand j'étais juge des enfants, j'ai entendu un enfant qui a voulu me parler qu'à moi, et avec ma greffière, Kevin, évidemment. Qui avait 14 ans à l'époque, c'est ça? Il était un tout petit... Oui, c'est ça. Voilà, à peu près. Et qui a dénoncé des faits de viol qui étaient commis dans l'intrafamilial sur tous les enfants. Et lorsque cette affaire est arrivée à la cour d'assises, il y a eu un acquittement. Je ne dis heureusement que je n'ai pas dit à cet enfant je te crois, parce qu'il aurait vécu ça comme une trahison. Et je ne dis pas non plus que je détenais la vérité. J'ai fait juste mon travail là où j'étais et là où la cour d'assises se trouvait, elle a estimé qu'il y avait un doute suffisant. C'est ça la justice aussi. Ça. Et le doute suffisant profite à l'accusé. Voilà. Ouais. Quand on est seul, on ne détient pas toute la vérité. La vérité judiciaire, c'est quand même une réalité qui n'est pas la vérité. Bien sûr, qui n'est pas la vérité des faits. Ça doit nous rendre un peu modestes. C'est-à-dire qu'il y a, une subjectivité, enfin une part de subjectivité. Non, même si vous avez... C'est surtout qu'on est à un endroit donné. Moi, j'étais juge des enfants. La cour d'assises a examiné d'autres éléments. Elle a estimé que, au regard de ces autres éléments, il y avait un doute. Je ne critique pas la décision de la cour d'assises. Je dis simplement que moi, en tant que juge, j'ai fait mon travail. J'avais un peu la conviction que l'enfant disait la vérité. Mais vous aviez cette conviction. Mais je n'ai jamais été dans le credo. Vous voyez, je te crois. Je pense que ce n'est pas notre terrain. Oui, mais alors comment arriver, parce que vous avez comment arriver, parce qu'on entend l'un et on entend l'autre.
Alors, ça m'intéresse que ça, c'est votre métier de juge, justement, et de magistrat. Bon, chacun, évidemment, et c'est dans toutes les affaires, a sa version. Moi, je défends évidemment ma peau, l'autre défend la sienne. Et est-ce que ce sont les faits? Qu'est-ce qui fait que la balance penche? Vraiment, c'est la mécanique, je me demande. Qu'est-ce qui fait que la balance penche? Bon, quelquefois, c'est évident, c'est clair, on a les faits, on sait. Quand c'est reconnu. Quand c'est reconnu, oui, quand c'est reconnu. Non, mais quand on a des preuves, enfin. Mais quand il y a le doute, justement, revenons au doute. Mais quand on a l'intime conviction, est-ce qu'il y a l'intime conviction, vous savez, le côté beyond a reasonable doubt, hein, l'intime conviction, est-ce qu'elle l'emporte, l'intime conviction? Toujours. Toujours. Mais avant l'intime conviction, la mise en perspective de tous les éléments. D'accord. Et c'est cette mise en perspective qui est importante. Il faut la créer. Et dans un pays démocratique comme le nôtre, vraiment, on a une bonne justice de ce point de vue-là. Donc la mise en perspective de l'ensemble des éléments fait que vous avez la parole de l'enfant, la parole des témoins, la parole de la maman, d'autres éléments éventuellement. Dans tous les procès, et le procès de Mazan, ça sera la même chose, hein, avec en plus des preuves puisqu'on a des vidéos. Mais dans tous ces éléments, c'est la mise en perspective de tous les éléments qui créent ensuite la possibilité d'une intime conviction. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, on juge selon l'intime conviction. Oui. Enfin, ça reste quand même... Alors oui, avec une petite limite, c'est que depuis un certain temps, les cours d'assises motivent leurs décisions, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et le fait de motiver la décision vous oblige quand même à une démonstration intellectuelle. Vous savez, moi j'ai appris, avant de rédiger un jugement, on rédige un jugement pour le pour et un jugement pour le contre. Et le jugement qui va tenir la route, c'est celui que vous arrivez à motiver. Ouais. Voilà. Bon. Donc, je dis pas que ça se fait forcément de cette façon-là devant la cour d'assises, mais moi, c'est un petit peu la façon dont je procédais. Et aujourd'hui, on est obligé de motiver. On est obligé de motiver les décisions de cour d'assises ou de cour criminelle, puisque là, c'est une cour criminelle, c'est des juges professionnels. Ils sont obligés de motiver leurs décisions. Oui. D'accord. Donc, c'est une intime conviction, mais quand même justifiée par un écrit qu'il va falloir défendre. Alors, je voudrais parler une question au juge des libertés et de la détention que vous avez été, effectivement, dans votre carrière riche. Souvent, on entend que, dit, voyez, par exemple, il a commis tel délit, tel crime, là, je ne parle pas spécialement de viol, mais là, et que le juge de la liberté et de la détention, et je voudrais vraiment avoir votre avis sincère, vous avez fait vous avez été dans différentes cases de la magistrature. Et on dit, le juge de la liberté de la détention a décidé justement de le libérer parce que il y avait il n'y avait pas assez de charges, enfin voilà. Est-ce que c'est normal qu'un juge de la liberté de la détention prenne tout seul cette décision? Alors, vous posez la question de la collégialité éventuelle de ce juge-là. Voilà. Alors, je voulais savoir votre avis. Oui. Oh, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais disons que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, toutes les décisions du juge de la détention, du juge des libertés et de la détention, qui effectivement est un juge tout seul, sont susceptibles d'appel. Et devant la cour d'appel, ce sont 3 juges. Donc, si vous voulez, on n'a quand même pas trop de risques. Bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, je pense que ça serait un peu une perte de temps de mettre de la collégialité en première instance puis en appel. Vous savez, on n'a déjà pas assez de juges pour juger, donc si. C'est vrai. Non, mais pourquoi alors là, je parle effectivement vraiment en ignorance de cause. On dit toujours, oui, mais tel, c'est le juge de la liberté qui lui a permis de ressortir et de récidiver. Vous savez, on entend ça très, 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 très souvent. Oui, ça arrive, oui. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas le même regard sur le dossier. Et d'ailleurs, on a créé le juge des libertés et de la détention pour que le juge d'instruction ne soit pas tout puissant comme il était auparavant. Moi, j'ai connu l'époque, puisque je l'ai été, juge d'instruction, alors que c'était nous qui décidions du placement en détention provisoire ou pas. Donc, on a séparé... Mais c'est une bonne chose de l'avoir séparé? Oui, je pense. Vous qui avez été les deux. Oui, je pense. Je pense parce que le juge d'instruction, il est vraiment sur les investigations et le juge des libertés et de la détention, il est sur les libertés et la détention. Donc, la détention qui doit rester une exception et la liberté qui est le principe. D'accord. Donc c'est très très bien qu'on ait créé ce juge. On va continuer à parler du consentement après une petite pause. À tout de suite. Et bien entendu, si vous voulez poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et Marie-Pierre Porchy, elle est dans tous ces états, parce que la justice doit être dans tous ces états, plutôt dans le bon sens, mais quelquefois, effectivement, on va pas parler de selon que vous serez puissant ou misérable, comme disait un certain Jean de La Fontaine, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, mais quand même, justement, on était dans cette question de consentement qui est au cœur de votre livre. Mais au fond, et on a parlé de tous ces moments féministes, on a parlé de MeToo, etc. Mais aujourd'hui, alors, s'il y avait à changer la loi ou l'améliorer, et la loi c'est quelque chose de vivant, et la justice c'est quelque chose de vivant, et c'est tout à fait important que ça change. Alors, comment on pourrait mettre, je ne dis pas si on mettait le consentement ou pas, comment, à votre avis, vous seriez législateur aujourd'hui, vous seriez dans une commission pour changer la loi, enfin, avec des députés, etc., mettre un amendement ou un projet de loi, vous diriez quoi, Marie-Pierre Porchy, si on veut parler du consentement et du rôle que doit jouer ce consentement dans la justice? Alors, actuellement, c'est vrai que beaucoup de mouvements féministes, et puis je crois que c'est peut-être l'opinion générale aussi qu'on constate actuellement, on a l'impression que mettre le terme consentement dans la loi, en plus de violence, contrainte, menace, surprise, ça pourrait être suffisant et tout changer. Je pense que ça ne changera pas grand-chose et que peut-être simplement, l'objectif étant quand même de faire diminuer ces classements sans suite massifs des procureurs de la République, peut-être que de mettre simplement le terme consentement, ça ne serait pas suffisant. Et en tout cas, faudrait-il aller au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir étudier le contexte, plus que le consentement qui, je le disais tout à l'heure, se fait au moment des faits. L'étude du contexte permettra, à mon avis, des poursuites bien plus nombreuses. Et ce terme ne doit pas masquer la forêt, vous voyez. Et je pense que, de toute façon, la loi va changer. C'est quoi la forêt ? La forêt, précisément, c'est que, comme on voit les choses uniquement au moment des faits, que ça soit d'ailleurs la personne qui se prétend victime, l'auteur, hein, c'est-à-dire que c'est au moment de l'acte sexuel qu'on voit si effectivement il y a consentement ou pas. Ça peut être le contexte avant, le contexte antérieur qui prouve qu'effectivement elle ne peut pas avoir un consentement libre. Et d'ailleurs c'est exactement la même chose pour l'auteur on doit se situer au moment des faits. Hein. Donc le procureur général d'ailleurs l'a rappelé dans l'affaire de Mazan. C'est au moment des faits qu'on voit ça. Oui. Donc je pense que ça ne changera pas grand-chose si on met que le terme consentement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre. Hein. Je dis que si on le met, ça ne serait pas... Écoutez, alors moi j'ai préparé un texte, alors, je vous le lis. Lisez-le, qu'est-ce que vous mettriez ? Alors, tout acte sexuel commis dans un contexte démontrant l'absence de volonté manifeste de participer à l'acte ou l'impossibilité de manifester un accord. Ça veut dire aussi que toutes les personnes qui sont alcoolisées, qu'elles s'alcoolisent elles-mêmes ou qu'on les fasse boire, ou les personnes qui sont sous médicaments, évidemment, ça ne peut pas du tout être un consentement, c'est évident. Là, de toute façon, la contrainte qui est dans la loi actuelle suffirait, parce que c'est une contrainte. Oui, hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi qui est applicable pour le procès de Mazan est suffisante. Et s'il y avait eu le terme consentement, ça ne changerait pas grand-chose au niveau des condamnations et au niveau des éléments de l'infraction. Oui, mais alors justement, est-ce que ce n'est pas valable pour tout le monde ? Parce que là aussi, vous introduisez, je vous écoute, mais je vais faire l'avocat non pas du diable, mais de la partie adverse. Oui, mais alcoolisé à quel degré ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quel degré c'est quoi l'alcoolisation modérée ou excessive, etc., etc., etc. Vous imaginez ? C'est-à-dire... C'est comment juger des choses très subjectives. Alors écoutez, Marie-Pierre Porchy. Mon texte serait clair, c'est l'impossibilité de manifester un accord. Donc suffisamment d'alcool ou de médicaments pour considérer qu'il n'est pas possible de manifester un accord quand une fille est très alcoolisée. Alors il faut dire aussi que si on fait un texte, c'est valable pour tout le monde et pas que pour les relations hétérosexuelles. Parce qu'il y a des viols chez les homosexuels. Et on doit évidemment créer un texte pour tout le monde. Donc mon texte pourrait vraiment concerner tout le monde. Oui, et valable pour les familles ou pour... je veux dire que ça se passe à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Oui, enfin sauf que ça pourrait pas du tout s'appliquer aux mineurs. Hein, on est bien d'accord. La loi de 2021 est largement suffisante. Oui, c'est-à-dire toute personne de moins de 15 ans. Là, on parle de consentement, donc de personnes majeures, ensemble.
Et vous pensez aujourd'hui que cette notion-là, est-ce qu'il n'y a pas eu, pour terminer, on arrive en fin d'émission, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas eu d'excès de part et d'autre, faux, de quels excès vous parlez? Je parle des excès de certains mouvements féministes qui ont peut-être un peu outrepassé... Alors, vous savez, moi, dans mon livre, je dis qu'elles ont été très nécessaires, ces féministes-là. Et je ne dis pas qu'elles ont été inutiles. Simplement, souvent, il y a un certain féminisme qui essaie de convaincre les femmes. Et il faut aussi convaincre tous les hommes. Donc, c'est pas la moitié du monde qu'il faut convaincre. Et moi, je dis qu'il faut avoir une vision suffisamment universelle pour que les choses avancent. Eh bien, écoutez, donc je trouve qu'elles ont été très utiles, mais il faut aller un tout petit peu au-delà. Eh bien, que la justice soit universelle. Merci Marie-Pierre Porchy. Je recommande votre livre, Consentement, les vérités du magistrat, aux éditions Mareuil. Lisez-le. Merci.